bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est la fin de la journée. C'est un peu donc non, j'essaie d'être court et léger, comme ça. Donc, en fait, moi, j'interviens sur... donc, je m'excuse tout d'abord, j'ai préparé des diapos, mais malheureusement, mon ordinateur est planté, donc je suis obligé d'intervenir donc, oralement. En fait, moi, je présente à propos des terres domaniales et leur donc, utilisation, bien leur instrumentalisation en tant qu'outil d'attraction des investissements directs étrangers. C'est un travail qui est en cours, c'est inachevé, parce que c'est une question qui est donc relativement fraîche et on n'a pas donc suffisamment des données donc sur cette question. Je commence tout d'abord par un petit rappel historique donc, sur l'évolution des formes de gestion des terres domaniales en Tunisie. En fait, donc, ces terres ou bien ce patrimoine, la propriété privée de l'État était constitué suite donc, à la récupération après l'indépendance des terres confisquées par les colons français. Et là, donc, on a mobilisé donc, une loi, c'est la loi de nationalisation de mai 1964. Et en même temps, donc, on a créé un organisme, une institution qui est donc chargée de gérer donc, ces terres, d'assurer la gestion des terres domaniales. C'est l'Office des terres domaniales. Et puis, donc, ces terres ont été mobilisées en fonction des objectifs de la politique agricole. De ce fait, donc, il y a eu des changements, plusieurs changements au niveau des formes de gestion, mais aussi un processus, en quelque sorte, de réduction de l'emprise de ces terres. Donc, globalement, on peut donc distinguer 3 ou 4 périodes. La première période, c'est allant de 1960 jusqu'à 1969, c'est la période de coopérative qui s'inscrit dans un cadre général de stratégie d'import-substitution et où donc l'agriculture a été donc essentiellement donc considérée comme étant une sphère de mobilisation d'un capital primitif qui devrait donc servir pour financer les autres activités économiques, essentiellement l'industrie. De ce fait, donc, la politique agricole inaugurée en 1961 avait essentiellement pour objectif de constituer des grandes exploitations capables d'intégrer le progrès technique et donc de moderniser en quelque sorte le secteur agricole. Et dans cette stratégie, les terres domaniales, puisque donc les coopératives se sont formées donc, à partir des terres domaniales par le regroupement des terres des petits paysans autour des fermes d'État ou bien des terres domaniales. Et ces terres domaniales ont été appelées essentiellement à assurer le rôle d'un noyau de modernisation, mais aussi d'approvisionner surtout donc, les villes en produits agricoles alimentaires de base. La deuxième période, c'est suite donc à l'échec de l'expérience coopérative à partir des années 70, l'orientation du pays vers une politique plutôt vers une stratégie d'extraversion basée sur la promotion des industries exportatrices et qui mettait donc en avant l'avantage comparatif des bas salaires pour donc se positionner sur le marché mondial. Donc là, le rôle essentiel à l'agriculture d'une façon générale, mais bien sûr en particulier aux terres donc domaniales, a été donc d'assurer les produits agricoles et alimentaires, ou bien l'approvisionnement en produits agricoles et agroalimentaires à bas prix pour donc maintenir donc les salaires à des niveaux bas. Surtout que donc ces terres qui donc représentaient à peu près donc 800 000 hectares à l'époque, en 1964, et soit donc presque 10% de superficie agricole totale, mais ces terres fournissaient donc à peu près donc 20% de produits alimentaires de base, des céréales, les viandes, mais aussi le lait, et donc à peu près donc la même proportion pour les cultures d'exportation, essentiellement bien sûr l'olivier à huile. Et durant cette période, il y a aussi donc une baisse, on a constaté une baisse de superficie des terres domaniales suite donc aux différentes opérations de concession
au profit de ce qu'on appelait les combattants, c'est-à-dire les résistants, les anciens résistants à la colonisation française, mais aussi des opérations de vente au profit de grands propriétaires dans une tentative en quelque sorte de récupération politico-idéologique de grands propriétaires qui donc se considéraient à l'époque comme étant lésés par l'expérience coopérative. Donc, mais jusqu'ici, ces terres domaniales ont été directement gérées par l'État. Il y a eu donc 3 ou 4 formes de gestion, soit une gestion directe à travers donc l'Office des terres domaniales, soit une gestion à travers les unités coopératives de production, soit donc sous la forme de ce qu'on appelle les agrocombinats, soit aussi donc indirectement à travers les entreprises publiques et donc semi-publiques, donc par exemple les institutions de recherche et les écoles d'agronomie. Donc c'est à partir de 1995 que, plutôt à partir de 1986, qu'il y a eu donc un changement au niveau de la gestion des terres domaniales et l'option, donc, dans le cadre du programme d'ajustement structurel mis en place à partir de 1986, avec donc, sa composante agricole, a été donc prise pour une privatisation de la gestion des terres domaniales sous essentiellement 2 formes. La première concerne l'attribution de ces terres sous forme de lots techniciens. Ce lot de techniciens concerne soit donc les ressortissants, les diplômés des instituts agronomiques, soit aussi donc les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, parce que l'une des mesures du programme d'ajustement structurel était donc la réduction des effectifs de la fonction publique. Et on a commencé par le ministère de l'Agriculture et de ce fait, donc, pour encourager donc, ces cadres à démissionner, on leur attribuait donc en contrepartie des lots, donc ce qu'on appelait à l'époque donc des lots techniciens. La deuxième forme, c'est les sociétés de mise en valeur et de développement agricole, les SMVDA. C'est donc généralement des grandes exploitations qui sont louées pour des périodes qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Pour des grandes entreprises, c'est généralement des capitaux externes même donc, à l'agriculture. Il y a même des contributions de la part du secteur bancaire. Et bien sûr, sous prétexte bien sûr de l'efficacité économique et technique de l'investissement privé. Et jusqu'à donc sur la période 1986-95, jusqu'à 1995, on a créé donc à peu près 45 SMVDA qui donc s'accaparaient à l'époque de près de 87 000 hectares, soit donc un peu proche de 17% de la superficie totale des terres domaniales. Donc, à partir de 1995, c'est vrai qu'il y a une loi promulguée en février qui mettait fin à la vente de terres domaniales. Donc, cette loi, elle interdisait donc la privatisation des terres domaniales, mais en même temps, on a poussé, on a accéléré encore le processus de privatisation de la gestion de ces terres domaniales, surtout bien sûr en direction de sociétés de mise en valeur et de développement agricole. Donc, si la première période, on a créé presque donc 45 SMVDA, entre 1995 jusqu'à 2010-2011, le nombre de SMVDA a dépassé, donc a atteint un peu plus de 250, je crois, c'est entre 265 et 270 SMVDA. Ces sociétés de mise en valeur qui donc accaparait donc auparavant 37% de la superficie totale des terres donc domaniales en 2010-2011. Donc ces sociétés donc gèrent à peu près donc 40% de ces terres domaniales. Et donc ceci étant donc jusqu'à donc 2010-2011. La question, bien le conflit autour de la gestion des terres domaniales se posait essentiellement à partir de 2011. 2011, c'est l'année de la Révolution, et cette révolution donc, avait comme origine essentiellement les régions rurales, où il y a donc une paysannerie appauvrie, exclue de ressources foncières, et il y avait des mouvements de contestation
qui ont été parfois donc violents. Il s'agit donc d'attaques des fermes, de destruction des récoltes, des équipements et ainsi de suite. C'est essentiellement dans la région de Zarouane, dans la région de Fah, c'est un peu donc à Manouba, c'est tout près de Tunis, où il y a donc des attaques plus ou moins donc violentes des fermes d'État. Mais aussi, il y a dans certains cas, c'est aussi donc quelques mouvements, disons, constructifs. C'est par exemple le cas de Jemna, où une association créée par donc, les habitants de la communauté a donc mis la main sur une ferme, c'est une palmeraie qui appartenait donc à un investisseur privé, ou bien qui a été donc loué par un investisseur privé, et depuis donc c'est l'association qui gérait donc d'une façon collective donc cette ferme en s'inspirant donc essentiellement des expériences et des modèles d'économie sociale et solidaire. Donc ces mouvements ont été appuyés par certains partis politiques d'opposition, essentiellement les partis de gauche, mais aussi bien sûr des associations de la société civile qui donc revendiquaient la distribution, bien la redistribution des terres au profit des diplômés en chômage ou aussi donc de profit des paysans sans terre. Ces conflits ou bien ces contestations ont conduit ou bien obligé le gouvernement issu des élections de 2014 a organisé une consultation nationale en mai 2015 sur la gestion des terres domaniales. Et la principale recommandation de cette consultation était donc l'utilisation de ces terres domaniales ou bien la mobilisation de ces terres domaniales dans les régions où il y a un potentiel important, dans un objectif de développement territorial, de création d'emplois, de création de richesses et même donc d'entraînement d'autres secteurs d'activité, surtout que ces terres donc domaniales existent essentiellement dans des régions marginales, c'est essentiellement Sidi Bouzid, Siliana et un peu donc de le nord, dans les régions du nord-ouest. Mais dans les faits, les gouvernements, bien le gouvernement en place semble toujours donc maintenir la même logique, le même projet libéral, donc justifié par l'efficacité, la suprématie donc de l'investissement privé. On continue toujours dans la même logique d'attribution de ces terres, essentiellement bien sûr sous forme de location aux sociétés de mise en valeur et de développement agricole. Donc c'est ainsi, donc à titre d'exemple, en 2016, donc on a assisté à la conversion de 20 fermes en société de mise en valeur sur une superficie à peu près de 10 000 hectares. Et très récemment, donc en mars 2018, le ministère de l'Agriculture vient de publier une liste d'attribution de terres domaniales qui concerne 45 000 hectares, dont 25 000 hectares ont été attribués au CEDAM-VDA. Ça représente un peu plus de 50%. Et ça permet bien sûr la création de 40 nouvelles sociétés de mise en valeur. Mais ce qui est donc nouveau est que donc il y a une volonté politique clairement donc affichée pour la mobilisation de ces terres domaniales dans un objectif d'attraction des investissements directs étrangers, donc surtout donc après la grande messe. La conférence internationale sur l'investissement organisée en 2016 et où il y a donc beaucoup de promesses d'investissement et de financement dans plusieurs secteurs, dont bien sûr le secteur agricole. Et donc là, il n'y a pas vraiment donc, des données précises donc, sur la question, sur les terres qui ont été affectées à des entrepreneurs ou bien à des investisseurs étrangers. Mais donc, selon quelques chiffres, ou bien on peut se renseigner par exemple sur l'évolution de volume d'investissement, bien de montant d'investissement direct étranger dans le secteur agricole qui est passé d'un peu moins de 10 millions de dinars en 2014, plutôt en 2015, à 21 millions de dinars en 2017 et à 25,6 millions de dinars en 2017. Et selon certaines sources, ces investissements agricoles ont été réalisés essentiellement sur des terres domaniales. Il s'agit de projets italiens, de projets français et aussi bien sûr de projets des pays de Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite et bien sûr nos amis les Qataris.
Et ces terres ou bien ces investissements sont orientés essentiellement vers des activités d'exportation, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un coût budgétaire énorme, parce que l'attraction des investissements directs étrangers se base essentiellement sur les avantages financiers et les avantages fiscaux accordés par le code d'investissement. C'est les primes d'investissement qui peuvent aller jusqu'à 30% de l'investissement total, c'est les exonérations fiscales, c'est aussi donc la prise en charge par l'État des cotisations sociales, et on estime qu'au total, sur les quelques projets donc, mis en place depuis 2 ou 3 ans, le coût, ou bien le taux d'incitation, il atteint presque 30%. C'est-à-dire, en d'autres termes, sur les investissements en apparence donc réalisés par des entreprises ou par des investisseurs étrangers, il y a 30% qui est donc financé par le budget de l'État, c'est-à-dire par les contribuables. Et la deuxième aussi donc limite est que donc ces investissements sont essentiellement, comme je viens de dire, donc orientés vers des productions totalement exportatrices. Et lorsqu'on parle d'exportation en Tunisie, c'est essentiellement les cultures irriguées, et plus particulièrement des cultures hors sol, plutôt hors saison, c'est des fruits et des légumes hors saison, et qui sont des cultures ou bien des activités fortement consommatrices d'eau. Mais on le sait bien sûr que la Tunisie a un problème de rareté donc de ressources en eau. On atteint presque donc la limite de potentiel mobilisable, et en plus que donc l'agriculture comme secteur d'activité consomme près de 83% de ressources en eau. Et donc, c'est en quelque sorte une orientation contre les dotations en ressources en eau, mais en plus, là où ces projets se sont installés, il y a eu, donc, comme Tehani vient donc de parler pour le cas d'Égypte, un conflit autour de ressources en eau. Ce sont les petits paysans qui se trouvent donc aux alentours de ces fermes, qui se trouvent donc totalement exclus parce que ces grands investisseurs ont les moyens nécessaires. Ils peuvent donc creuser des puits avec des profondeurs importantes, et donc il épuise la nappe, et de ce fait donc il n'y a plus d'eau pour le petit donc exploitant qui se base essentiellement sur des puits de surface ou bien des puits peu profonds. Et puis donc en termes de sécurité alimentaire, ce qu'il y a donc de nouveau, mais c'est pas essentiel, mais c'est pas donc récent, c'est à partir des ans de 1995 qu'il y a un changement au niveau de la vocation des terres domaniales. Jusqu'à donc au milieu des années, au début des années 90, les terres domaniales sont essentiellement orientées vers la production de produits alimentaires de base, essentiellement les céréales, et avec un peu d'élevage et des fruits et des légumes, ce qui permettait d'assurer une certaine sécurité alimentaire et limiter bien sûr le recours aux importations. Donc à partir de 95-96, c'est l'orientation vers l'exportation qui donc s'accélère davantage, et bien sûr donc au détriment de produits alimentaires de base, qui implique donc plus d'importation de céréales, plus d'importation de produits laitiers, plus d'importation aussi de produits d'élevage, et donc un déséquilibre presque donc permanent de la balance commerciale. Et même si on raisonne un peu en termes comptables, et si on réduit donc la sécurité alimentaire à un simple équilibre de la balance commerciale, là aussi donc il y a un problème qu'il faut soulever, et que donc puisque ces sociétés ou bien ces investissements directs étrangers donc rentrent dans la catégorie des entreprises totalement exportatrices, alors selon la loi 1972, mais aussi donc le code d'investissement, ils ont le droit donc de transférer la totalité de leurs profits. De ce fait, donc, ce qui est exporté, même s'il y a des exportations, il n'y a pas donc les recettes des exportations ne sont pas donc réparties en Tunisie. Donc, c'est-à-dire que même sur le niveau comptable, même s'il y a plus donc d'exportation, ceci donc ne se répercute pas au niveau donc de l'équilibre de la balance commerciale de produits agricoles et agroalimentaires.
mais encore plus, et que le pouvoir ou bien le gouvernement en place semble donc pousser un peu donc jusqu'au bout cette logique de privatisation ou encore cette logique donc d'attraction des investissements directs étrangers. Et depuis donc quelques années, c'est la question d'appropriation des terres par les investisseurs étrangers qui est en débat. En fait, la loi sur la réforme agraire de 1964 interdisait donc totalement l'appropriation par les étrangers des terres agricoles et plus particulièrement, bien sûr, des terres domaniales. La même chose pour donc, le code d'investissement de 1993 qui était donc clair sur ce point. Il y a donc une restriction, une interdiction totale aussi. Les investisseurs donc étrangers peuvent investir dans l'agriculture, mais donc sans avoir bien sûr la possibilité et le droit donc d'acheter ou bien de s'acquérir des terres agricoles. En 1995, la loi de février 1995 interdit aussi donc la vente des terres domaniales pour les étrangers, mais aussi même pour les investisseurs nationaux. Donc c'est à partir de 2011 qu'il y a eu un changement. Et ce changement, sous la pression des bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international, qui a donc supervisé donc l'élaboration ou la préparation de nouveaux codes d'investissement. Et ce code d'investissement qui a été rédigé, qui a été tout d'abord financé par la Banque mondiale à travers donc sa branche, la Société financière internationale, il a été rédigé par un cabinet d'avocats français et avant d'être donc présenté devant l'Assemblée constituante, il a été donc discuté devant le Parlement européen et en présence des hommes d'affaires européens. Et les rectifications apportées à ce code, à sa première version, c'est la version de janvier 2013, bien sûr, a tenu compte de ces recommandations. Donc, concernant la question de l'appropriation des terres agricoles par les investisseurs étrangers, la première version du code d'investissement stipule que les sociétés tunisiennes ont la possibilité de s'acquérir, bien les sociétés qui investissent en Tunisie, dans bien sûr le domaine agricole, ont la possibilité de s'approprier des terres agricoles à condition que la participation étrangère ne dépasse pas 30% du capital total. Mais sous la pression des institutions internationales, donc cet article a été donc modifié et la deuxième version du code, celle de janvier 2014, son article 5, son article 8 plutôt, stipule que toute société tunisienne a donc la possibilité de s'approprier, d'acquérir des terres agricoles, y compris les terres domaniales. Mais si on revient un peu donc sur les lois, qu'est-ce qu'une société tunisienne? Une société tunisienne est définie par la loi par deux critères. Avoir un local ou bien un siège social en Tunisie et la participation ou bien 50% de capital est détenu soit par une personne physique, soit par une personne morale de nationalité tunisienne. Et là, donc, avec un simple raisonnement mathématique, cette histoire de paupérisme, on peut donc finalement arriver qu'une société qui est dite donc nationale sur le plan juridique, elle peut donc, on peut donc trouver dedans une contribution de capital étranger qui dépasse le 90%. C'est le cas pour une société tunisienne dans le produit laitier, qui est donc juridiquement c'est une société tunisienne, mais la participation de Nestlé est à raison de 90%. C'est aussi le cas de la société Délice, qui est donc normalement maintenant sous contrôle de Danone, et c'est une société sur le plan juridique qui est tunisienne, mais de point de vue donc participation de capital, 90 ou bien 95% de capitaux sont détenus par des étrangers. Et là, il y a eu donc un mouvement de contestation. Donc ce mouvement de contestation était donc tout d'abord l'œuvre de populations locales, appuyé donc toujours par certains partis politiques, mais aussi des associations de la société civile, qui voyaient que dans l'appropriation des terres par les investisseurs étrangers, il y a une forme d'un néocolonialisme
agraire. Mais bien sûr, n'oublions pas que l'intervention coloniale française en 1881 a été donc justifiée par donc la protection des biens des Français. C'est essentiellement donc le fameux domaine d'Enfida qui était donc à l'époque propriété d'une société, je crois, c'est la société marseillaise. Oui. Et, mais aussi, il y a des contestations de la part de gros propriétaires organisés dans le cadre de l'ETAP, c'est l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Donc, pour ces grands agriculteurs, ils ne sont pas contre les investissements étrangers, ne sont pas contre la vente des terres domaniales, mais ils se déclarent contre leur vente pour les étrangers. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est clair que pour ce propriétaire, pour ce grand propriétaire foncier, il y a toujours donc cet ancien rêve qui date des années 60 de s'accaparer des terres domaniales pour, bien sûr, s'agrandir. Mais en dépit donc, de ces contestations, il y a eu donc quelques reformulations de code d'investissement et la dernière version adoptée en octobre 2016, dans son article 5, elle dit tout simplement que les investisseurs ont le droit de s'approprier de tout actif non agricole. Et donc rien n'est donc signalé, rien n'est dit concernant bien sûr les terres agricoles et les actifs agricoles d'une façon générale. Ce qui bien sûr laisse donc la porte ouverte à toute donc possibilité d'appropriation des terres agricoles par les investisseurs étrangers. Mais les choses deviennent encore plus claires avec donc le code de collectivités locales. Ce code qui a été donc la préparation a été donc financée par l'Union européenne. L'Union européenne aussi qui a financé les dernières donc élections, bien, en partie les dernières élections municipales de 6 mai dernier. Et dans ce code de collectivité locale, il y a donc la possibilité, c'est un détournement en quelque sorte des lois et qui permet donc la vente des terres agricoles pour des investisseurs étrangers. Parce que dans les biens publics, il y a les biens de l'administration centrale, mais il y a les biens de collectivités locales. Bien sûr, donc, pour les collectivités locales, ils ont la possibilité de gérer donc, par location uniquement les biens de l'administration centrale, mais ils ont la possibilité, au contraire, donc, de gérer par location ou par la vente les biens de leurs biens, leurs propres biens. Et dans ce bien, il y a bien sûr les terres agricoles. Mais il y a en même temps un autre article qui autorise l'administration centrale de transférer une partie de ce bien, y compris les terres domaniales, au profit, bien sûr, de collectivités locales. Et une fois donc ces terres domaniales sont transférées au profit de collectivités locales, il y a donc ici donc la possibilité donc de leur vente aux entrepreneurs ou bien aux investisseurs étrangers. Et là donc on peut donc tout simplement se demander si on n'est pas donc sur un processus donc d'accaparement des terres à l'image de donc ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays en développement. Donc, normalement, c'est pour conclure. Donc, comme je viens de le dire, bon, il n'y a pas vraiment encore des données pour donc bien expliquer, pour bien traiter de cette question, mais on peut dire que en même temps, il y a donc des régions rurales qui ont été à l'origine de ce processus révolutionnaire que la Tunisie a connu. Ces régions sont toujours donc sous l'effet de la marginalisation d'un taux de chômage qui est donc excessif, d'absence de tout projet de développement. Et là, donc, il y a la possibilité de mobiliser ces terres domaniales dans une logique, dans un objectif de développement local, de développement territorial. Et pourquoi pas donc penser à redistribuer donc ces terres donc au profit des paysans, au profit de diplômés, c'est-à-dire une autre forme de gestion autre que de la gestion par donc les sociétés de mise en valeur. Mais il semble que le pouvoir politique, les partis en pouvoir sont toujours dans la même logique. Ils portent toujours le même
projet donc, libéral et sont en quelque sorte déterminés dans la privatisation de ces terres domaniales. Et maintenant, ce n'est pas une privatisation, c'est pas une simple donc, privatisation de la gestion, c'est plutôt une privatisation même de l'appropriation de ces terres, qui devient bien sûr plus grave lorsqu'il s'agit donc de privatisation au profit des investisseurs étrangers. Et je vous remercie. Merci, ça aurait été le plus rapide. Il vous restait 30 minutes. Je vous dis que je ne dépasse pas les 30 minutes. Oui, ça fait 20 minutes. Y a-t-il des questions? Non, ça fait 30 minutes. En plus, c'est TGV. Merci. Merci Moustapha. J'ai une question sur le processus par lequel cette appropriation peut se faire au niveau des collectivités locales. Est-ce qu'il y a un processus, un protocole ou des règles qui ont déjà été posées pour ça? Voilà. D'autres questions, Philippe? Ah ben, après tu marques bien avant. D'abord, il faut te remercier hein, parce que tu donnes des informations qui sont rares, qu'on n'a pas. Et que tu sais, maintenant il faut que tu aies publié et tout. Hein. Mais j'ai une question et demie, je crois. La demi, c'est la plus facile à poser, qui est... c'est pas de la provocation, c'est vraiment une question. Hein. À notre époque, aujourd'hui, après que nous ayons eu nos indépendances politiques, est-ce que... et que nous sommes dans une phase d'ultra-national, d'ultranationaux, disons. Est-ce que la nationale, on est beaucoup plus mieux armé pour savoir, pour nous poser, pour chercher à répondre à la question, est-ce que la nationalité de l'investisseur, de l'exploitant et de l'exploiteur change quelque chose à la nature des rapports de production et à la nature du profit? Deuxième question. c'est la plus simple. Oui, bah, de brasso. Demi-question, ça. Ouais. Et la question? Non, les autres, elles sont sans réponse ni de toi ni de moi. C'est, de toute façon, il y a eu des travaux qui ont été faits à la fin du 19e siècle. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 60, des travaux de régionalisation, des travaux d'études de potentiels régionaux. Et tu as bien fait, tu n'as pas encore parlé de la redistribution entre régions, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais est-ce que les études neutres, non militantes, pour le bien de ceci ou pour le mal de cela, sur la situation géographique, zone frontalière, et vérité de la chose des zones frontalières, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur les zones frontalières et quelle est l'alternative, et capacité hydraulique. Est-ce que dans une région, il y avait un très beau travail de Jean Poncet en 1960 pour la STB, oui. Tu le connais ce rapport, dans une région où il n'y a pas d'eau, arrêtez de vous escrimer à faire du développement. Elle est exemplaire cette étude sur Jebel Matanta. Et du coup, tu dois par force, maintenant que tu as lancé le mot, tu vas te porter volontaire et te sacrifier pour faire l'étude de rentabilisation à terme et de rentabilisation sociale et solidaire de la distribution par lot à des paysans ou du choix éternel, vieille histoire des années 60 et des années d'avant, de grandes unités en donnant un salaire aux travailleurs, ou distribuer et faire des micros éparpillements qui deviennent des individus très individualistes, et vous pleurez et tout parce que vous n'avez pas de la terre et tout, mais tu as quelqu'un sous ton pied, s'il peut lever la tête et mettre son pied sur ta tête à toi, et ben c'est la fonction qui change la personne. Il n'y a pas les pauvres gentils et les méchants riches. Pardon. Philippe, attends. On prend la question de Philippe et après tu réponds.
Tu as le choix de répondre à ce que tu veux aussi. Oui, après. Okay. Merci pour cette présentation très claire. C'est juste sur les processus, enfin les processus que vous décrivez paraissent très clairs effectivement et très convaincants. C'est sur les moteurs des processus, parce qu'à un certain moment vous disiez c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont imposé cela. En même temps, on sait bien dans d'autres cas que souvent aussi les élites nationales sont converties à ces dogmes-là pour des intérêts propres ou pas. Et puis à d'autres moments, vous parlez aussi des élites, du positionnement des élites. Et donc, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'analyse de quels sont les acteurs qui ont poussé ces évolutions-là aux différentes étapes? Et est-ce qu'effectivement, c'est vraiment une imposition extérieure, ou est-ce que c'est des fractions des élites nationales qui s'appuient sur ces injonctions pour pousser leur propre agenda, quoi? Et est-ce qu'il est possible de distinguer entre les deux ou entre les moments, peut-être? Donc, voilà, je commence par la première question. Donc, comment les collectivités locales peuvent vendre bien les terres ou bien privatiser ces terres. Donc, c'est le nouveau code de collectivités locales qui vient d'être adopté, je crois, le 4 ou le 5 mai dernier. Et dans ce nouveau code, il y a un article qui permet aux collectivités locales donc, de gérer librement, soit par l'exploitation, soit donc par la location, soit par la vente, donc aux nationaux, c'est-à-dire aux Tunisiens, mais et aussi donc, aux étrangers de leur propriété. Mais en même temps, bien sûr, les terres domaniales ne sont pas, jusqu'à maintenant, propriété de collectivités locales. Ils sont donc propriété de l'État, de l'administration centrale. Mais avec donc un nouveau article qui est donc intégré dans le Code de collectivité locale, l'administration centrale a toujours la possibilité de transférer une partie de ce bien, y compris donc les terres agricoles, au profit des collectivités locales. Donc, une fois donc, ces terres domaniales sont devenues propriété de collectivités locales, alors donc, ils sont donc un peu libres. Donc, ils sont libres de part de la loi de donc, privatiser par la vente, bien sûr, même au profit des étrangers. Et auparavant, il y a donc une loi qui exigeait donc l'autorisation du gouverneur pour la vente soit des terres agricoles, mais même aussi donc des immeubles pour des étrangers. Donc il y a 2 ou 3 semaines, donc le ministre chargé de domaine de l'État vient bien sûr d'annuler, donc de mettre fin à cette loi, et on n'a plus donc besoin de cette autorisation préalable. Et donc là, je reviens un peu sur la dernière question. S'il y a de pression externe. Oui, surtout donc concernant le code de collectivité locale. Parce que le code, bien l'élaboration de code de collectivité locale, donc, a coïncidé avec le début des négociations sur l'ALECA. Et dans le chapitre agricole, dans l'offre européenne, il y a bien sûr la liberté des investisseurs européens de s'approprier des terres agricoles. Et comme donc c'est plus possible dans le code d'investissement, donc on a essayé donc de le faire donc passer autrement à travers bien sûr le code de collectivité locale, surtout que donc ce code, la préparation du code de collectivité locale, mais l'organisation des élections aussi ont été en grande partie financées donc par l'Union européenne. Et bien avant, c'est aussi donc parce que donc au moment de la Révolution en 2011, il n'y a pas donc on n'a pas parlé de code d'investissement, il n'y avait pas réellement donc la nécessité, personne n'a demandé de modifier ou bien de changer ce code d'investissement. Mais c'était la contrepartie exigée par le Fonds monétaire international pour bien sûr débloquer la première tranche du prêt donc accordé en 2012. Et la condition c'était bien sûr de reformuler donc ce code avec dans le sens d'accorder plus
davantage aux investisseurs étrangers. Bien sûr, il y a des catégories sociales, il y a même des individus qui en profitent de cette situation et bien sûr qui trouvent donc les intérêts dans ce processus de privatisation. Oui, Omar? Oui, oui, ça va. Non, ce qui est terrible dans cette histoire tunisienne, comme l'histoire égyptienne, ce qui est terrible, c'est que les révolutions qui ont eu cours, et notamment, alors la Tunisie, c'est flagrant, je veux dire, c'est parti de Sidi Bouzid, et à partir d'un conflit foncier, un conflit, l'histoire du jeune qui s'est immolé, qui vient d'être racontée, elle a fait l'objet d'une thèse d'ailleurs récemment, on montre bien que le conflit foncier, c'est-à-dire de familles sfaxiennes qui mettent la main sur des parcelles de terre de petits paysans qui ont contrôlé une partie des ressources en eau et qui ont été à l'origine, puisque... Alors, c'est terrible parce que la revendication de cette révolution à cette époque, 2011, que vraiment on a suivi avec beaucoup de passion à cette époque-là, c'était la revendication, c'était la question des inégalités territoriales, de l'accès aux ressources, d'une répartition des richesses, d'un mouvement social qui était en attente et aspirant à plus de justice, à une meilleure répartition. Et puis, le cours de l'histoire, on a l'impression que les forces adverses ont été beaucoup plus fortes pour renforcer leur emprise, reprendre du souffle. Et tu vois ici, sur la question des réformes du système, enfin des réformes foncières pour le domanial, ce qui est en cours, que ce soit en Égypte, que ce soit ou alors en Tunisie, c'est vraiment à l'inverse de ce qui s'était... c'est ça qui est terrible. Comment expliquer ce phénomène? Comment se fait-il que on ait autant de forces derrière soi alimentant des courants? Parce que je suppose que les forces... Tu parlais de parti politique, mais le parti politique qui domine la société tunisienne, c'est Nahda. En tout cas, du point de vue des consciences, etc. Quelle est sa position vis-à-vis de ça? Non, je me trompe, c'est pas... Les Nahdaouis ne sont pas... Les élections d'il y a un mois, c'était voter tout sauf Nahda. Tout le monde... Non, je suis d'accord. Oui, non, mais ça c'est... Non, voilà, je parle de l'emprise sur la société. Ça n'a pas de sens. De l'emprise sur la société. Et tu le sais qu'au niveau des élections municipales, une bonne partie des élus, que ce soit les élections législatives, les premières, que ce soit les élections municipales, les Nahdaouis n'ont pas été diminués du point de vue de leur présence dans les... Oui, hein, ils sont... Mais bon... Pas de prosélytisme dans... Peut-être que vous êtes désolé par la question islamiste, mais en tout cas, ils sont encore très forts. Mais de toute façon, les islamistes sont toujours là, ils sont présents, ils sont le plus forts. Oui, mais mais de toute façon, mais juste pour répondre à Omar, pourquoi donc c'est toujours donc les mêmes forces au pouvoir qui ont pu donc récupérer cette révolution, parce que finalement, donc ces révolutions qu'a connues soit l'Égypte, soit aussi donc la Tunisie, c'était en quelque sorte des mouvements donc plus ou moins spontanés. Il y a donc l'absence d'un encadrement politique, il y a l'absence des partis politiques donc porteurs de nouveaux projets, ce qui fait que finalement, ce sont les mêmes qui ont pu donc à un moment donné tout donc récupérer et même donc renforcer un peu donc leur pouvoir. Donc je reviens sur la demi-question, cette question de nationalité. Quelle est la différence entre investisseur national, si l'investissement est national ou étranger, et le profit? Bon, le profit c'est toujours un profit, ça ne change pas, c'est un profit capitaliste finalement. Mais cette question de nationalité, surtout lorsqu'il s'agit donc de l'agriculture, parce que la question alimentaire, la question de sécurité alimentaire, ce n'est pas une question économique ou sociale, c'est aussi une question politique. Donc, donc un pays qui n'assure pas sa sécurité, sa souveraineté alimentaire ne peut pas donc avoir donc aucune donc souveraineté en termes
politique. Et donc, c'est pour cette raison, donc se lancer dans cette logique d'investissement direct étranger où des investisseurs donc, viennent produire pour exporter donc, vers le marché. Et en plus, donc, c'est un pillage de ressources, qu'on le veut ou non, parce qu'ils sont subventionnés. L'eau d'irrigation est subventionnée, les engrais sont subventionnés, les salaires sont pris en charge à travers, bien sûr, donc, les cotisations sociales. C'est-à-dire, finalement, donc, on est en train de subventionner des investisseurs étrangers qui donc, produisent pour donc, le marché, pour un marché étranger et pas donc, pour satisfaire les besoins de la population. Oui, mais en plus ce qu'on fait actuellement, c'est les exportations. Je crois que Omar, on a parlé donc, ce matin, mais qu'est-ce qu'on exporte finalement? Oui, c'est vrai, en Tunisie, on exporte des fruits, des légumes, je ne sais pas, des fraises, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on exporte? On exporte de l'eau à bas prix. Parce que dans 1 kilo de fraises, il y a presque 6 litres d'eau. Donc, son prix sur le marché mondial, ça ne couvre pas même le coût de quelques litres d'eau qu'il y a dedans. Donc, c'est même au niveau de rentabilité, donc c'est rentable pour l'investisseur étranger parce qu'il est subventionné, parce qu'il en profite des bas salaires, et il en profite donc des exonérations fiscales et des primes d'investissement, mais ce n'est pas rentable, bien sûr, pour les pays, pour la collectivité, pour la société. Et ils exportent directement. Les Marocains de Dakhla, ils exportent directement sans passer par aucune monnaie. Oui, mais le profit reste en Égypte, tandis que là, pas du tout. Le profit c'est exporté et ça reste dans le pays où on investit en achetant des fermes en Hongrie et en Côte d'Ivoire. Et donc il vaut mieux que ça soit dans la de son propre pays, de la nationalité de son passeport. Pas plus. Moi je pense qu'il n'y a aucune différence et qu'à la limite, du point de vue du respect des droits, il y a peut-être du contrôle à l'étranger. Oui, c'est des prédateurs. Attends. Oui, je sais que c'est des prédateurs. Là, c'est par rapport à des étrangers. Non, ce qu'il faut remettre en cause, c'est beaucoup plus cette question d'investissement national ou, je ne sais pas, étranger. C'est le modèle agro-exportateur dans son ensemble qui est donc... Les ultranationaux n'ont plus de nationalité. Ils nous inventent à nous des nationalités pour nous diviser ici. Wow. Oui, peut-être. On en parlera après, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On s'arrête